Et si vous découvriez que vous aviez un enfant et qu'il était sur le point de mourir? C'est exactement ce qui est arrivé à Robert Ellis, un milliardaire persuadé que l'argent pouvait tout acheter jusqu'au jour où il reçut une lettre anonyme contenant une seule phrase: c'est ton fils. Et il est en danger. Accompagné d'une photo d'un garçon aux yeux identiques aux siens. Pas d'explication, pas d'adresse, aucune signature. Juste le poids d'un passé peut-être oublié et la possibilité de sauver une vie qui pourrait être la sienne. À partir de ce jour-là, Robert abandonna ses entreprises, son manoir, ses milliards et se lança dans un voyage qui dévoilerait des vérités sombres sur sa propre histoire. Et si vous voulez savoir comment ce voyage se termine avec des larmes, de la rédemption et un secret bouleversant, abonnez-vous à cette chaîne, car ce que vous allez entendre maintenant est plus fort que n'importe quel film. Au sommet de la tour de verre de la Ellis Corporation, l'un des bâtiments les plus impressionnants de Manhattan, le silence régnait à l'étage supérieur. Assis derrière un bureau en marbre noir, Robert W. Ellis contemplait la ville en contrebas, le regard vide. À 48 ans, il était l'un des hommes les plus riches des Amériques, à la tête d'un empire technologique estimé à 17 milliards de dollars. Mais ce jour-là, ni les gratte-ciels scintillants, ni le rapport trimestriel affichant des bénéfices records ne parvenaient à détourner ses pensées de l'enveloppe posée devant lui. Elle était brune, simple, sans expéditeur. Arrivée le matin même, déposée par un coursier qui avait disparu aussi vite qu'il était venu. Robert, habitué aux menaces d'entreprise et aux tentatives de chantage, faillit la jeter. Mais quelque chose dans l'écriture tremblante l'intrigua. Lorsqu'il l'ouvrit enfin, il ne trouva qu'une phrase, écrite à la main: c'est ton fils. Et il est en danger. Et une photo. Un garçon de 10 ou 11 ans, maigre, les cheveux bruns en bataille, et des yeux qui reflétaient les siens. Dans les minutes qui suivirent, Robert resta figé. Ce milliardaire inébranlable, qui avait négocié avec des présidents et des PDG du monde entier, ne savait plus quoi penser. La possibilité que ce soit vrai fit battre son cœur d'une manière qu'il ne reconnaissait pas. Était-ce un piège? Une mauvaise blague? Ou quelque chose de beaucoup plus profond, de plus intime? Les jours suivants, Robert tenta de découvrir l'expéditeur de la lettre. Il mobilisa ses meilleurs enquêteurs, exploita tous les moyens numériques à sa disposition. Rien. Aucune piste. Aucun indice. Et malgré tous ses efforts pour rationaliser, quelque chose en lui ne cessait de le tourmenter. C'était comme si une part oubliée de lui-même venait de se réveiller. Un souvenir lointain. Une ombre du passé qu'il avait toujours essayé d'ignorer. Le vendredi soir, Robert rentra plus tôt que d'habitude. Son Penthouse sur la 5e avenue était silencieux, comme toujours. En sirotant un verre de vin devant la cheminée, il reprit la photo du garçon. Il scruta chaque détail, tentant de trouver des réponses dans un visage à la fois inconnu et étrangement familier. Pour la première fois depuis des années, il ressentit de la peur. La peur d'avoir laissé quelque chose derrière lui. La peur qu'il soit déjà trop tard. Et c'est à ce moment-là qu'il décida d'agir. Robert ne pouvait pas dormir. Les heures passaient et son esprit ne cessait de construire des scénarios, de soulever des hypothèses, de douter. Cette lettre avait bouleversé quelque chose qu'il croyait avoir enfermé à double tour le passé. Un passé lié à une seule femme avec qui il avait eu quelque chose ressemblant à une relation, plus de 10 ans auparavant. Elle s'appelait Kate Mendez. Timide, brillante, elle était assistante de recherche quand il commençait tout juste à bâtir son empire. Ils étaient tombés amoureux en silence, entre feuilles de calcul et longues nuits de travail. Mais lorsque Robert reçut sa première offre à plusieurs millions, il décida qu'il était temps d'avancer et laissa Kate derrière lui, sans se retourner. Aujourd'hui, des années plus tard, le fantôme de cette décision semblait revenu pour lui faire payer. Le lendemain, Robert se rendit dans son coffre personnel, où il gardait de vieux documents. Parmi des dossiers oubliés, il trouva un numéro de téléphone griffonné dans un vieux carnet Kate 406. L'indicatif était celui du Montana. Un frisson parcourut son dos. Kate lui avait dit à l'époque qu'elle rêvait de vivre dans un endroit paisible, loin du chaos de la ville. Était-ce une simple coïncidence? Déterminé à ne plus attendre, il prit l'un de ses jets privés et s'envola pour Helena, une petite ville tranquille au cœur du Montana. Sans garde du corps, sans secrétaire. Juste lui, la photo du garçon et le poids d'une faute à réparer, une faute dont il ignorait même l'existence. À son arrivée, il loua une voiture ordinaire et sillonna les rues étroites de la ville. Il alla dans les hôpitaux, les écoles, les mairies,
posant discrètement des questions sur une certaine Kate Mendez. Pendant des jours, aucune réponse. Beaucoup ne se souvenaient même pas d'elle. Mais dans une petite épicerie, une vieille dame écarquilla les yeux lorsqu'il lui montra la photo du garçon. « Je connais ce visage » murmura-t-elle. « Il s'appelle Daniel. Il vit dans la ferme abandonnée près du lac. Avec sa mère qui est très malade. » Le cœur de Robert se serra. En suivant les indications, il arriva devant une maison simple, à la peinture écaillée, aux fenêtres ternies par le temps. Il arrêta la voiture et observa de loin. Et puis, il le vit, le garçon. Il portait un seau d'eau, marchait difficilement mais avec un regard déterminé. Même à distance, Robert reconnut quelque chose dans ses yeux. Une force qui dépassait son âge. Une douleur ancienne dissimulée derrière une enfance volée. Avant qu'il ne puisse s'approcher, il vit une femme sortir par la porte d'entrée, toussant violemment. Elle s'appuya sur le chambranle et appela le garçon à l'intérieur. Robert n'en crut pas ses yeux. C'était elle. Kate. Plus âgée, plus maigre, mais indéniablement la femme qu'il avait un jour aimée et quittée. Là, figé dans sa voiture, Robert sentit le monde vaciller. La question qui le hantait depuis des jours prenait maintenant un visage. Ce garçon Daniel était-il son fils ? Robert resta dans la voiture quelques minutes, respirant profondément, tentant de trouver le courage de sortir. Pourquoi était-il si nerveux ? Il avait affronté des salles de négociation avec des dirigeants mondiaux, des tribunaux internationaux, des crises à plusieurs milliards. Mais rien ne l'avait préparé à regarder dans les yeux d'un enfant qui pouvait être son fils ni à affronter une femme qu'il avait abandonnée dans une autre vie. Il s'approcha lentement de la maison. Le bruit des feuilles mortes sous ses chaussures résonnait comme un rappel que ce moment était bien réel. Il frappa à la porte, la main tremblante. Silence. Il frappa de nouveau. Cette fois, Daniel apparut. Le garçon le regarda avec curiosité, mais aussi méfiance. « Bonjour, ta maman est là ?» Daniel hésita, puis appela. « Maman. Il y a un monsieur à la porte. » Kate apparut. Leurs regards se croisèrent, et pendant une seconde, le temps sembla se figer. Elle devint livide. Une quinte de tout la prit de court, et elle dut s'appuyer contre le mur. Robert s'avança pour l'aider, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai reçu une lettre avec sa photo. On m'a dit que Daniel est mon fils. » Kate regarda le garçon, puis Robert, avec colère et tristesse dans les yeux. « Tu n'as pas le droit d'apparaître comme ça, après tout ce temps. » Robert resta silencieux. Il savait qu'elle avait raison. « Je veux juste savoir la vérité, Kate. Est-ce qu'il est mon fils ? » Kate ne répondit pas tout de suite. Elle demanda à Daniel d'aller jouer derrière la maison, puis elle invita Robert à entrer. Le salon était modeste, les meubles anciens, marqués par les difficultés. Ils s'assirent en silence. Finalement, elle parla. « J'ai découvert que j'étais enceinte peu après ton départ. J'ai essayé de te retrouver, mais tu étais déjà dans un autre monde. Tes entreprises, ta célébrité, tes gardes du corps, je ne voulais pas qu'ils grandissent comme un fardeau pour un homme qui n'avait jamais choisi d'être père. » Robert sentit une douleur lui serrer la poitrine. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » « Parce que je savais que tu ne reviendrais pas. Et parce que je pouvais gérer jusqu'à tomber malade. J'ai un cancer, Robert. En phase avancée. Et il n'a personne d'autre que moi. » La nouvelle le frappa comme un coup de poing. Robert regarda autour de lui, essayant d'imaginer la douleur et la peur qu'elle devait endurer. Un enfant de 11 ans, sur le point de perdre la seule personne qu'il ait jamais connue comme famille. « C'est toi qui m'as envoyé la lettre ? » Kate secoua la tête. « Non. Jamais je ne t'aurais envoyé une telle chose. Mais peut-être que quelqu'un l'a fait à ma place. » Robert était déconcerté. Si ce n'était pas Kate, alors qui ? Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Daniel entra en courant, un bâton à la main, le tenant comme une épée. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Elle esquissa un sourire faible. « C'est super, mon cure. » Robert observait. Et dans ce petit geste, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans toute sa vie de luxe, un sentiment d'appartenance. Le garçon avait ses traits, sa manière réservée. C'était comme voir une partie de lui-même bien vivante. Ce soir-là, Robert dormit dans un hôtel modeste de la ville. Il ne pouvait pas arrêter de penser. Il ne savait pas s'il était prêt à être père.
Mais il savait une chose, il ne pouvait pas simplement retourner à New York et faire comme si rien ne s'était passé. La vie lui offrait une seconde chance et peut-être la dernière. Robert se réveilla avant l'aube. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni au profit, ni aux réunions, ni au marché financier. Il pensait à Daniel. À Kate. À cette vie qu'il n'avait jamais eue, et qui frappait maintenant à sa porte, implorant de l'aide. Téléphone en main, il passa des appels. Il utilisa tous ses contacts médicaux accumulés au fil des années pour obtenir une consultation d'urgence avec les meilleurs oncologues du pays. Quelques heures plus tard, il frappa de nouveau à la porte de Kate. Elle paraissait toujours aussi faible, mais surprise de le voir aussitôt. « Qu'est-ce que tu fais là ? Prépare tes affaires. Un avion nous attend. On va à Boston. J'ai obtenu un rendez-vous à l'hôpital Saint-Joseph. C'est l'un des meilleurs. » Kate hésita, méfiante. « Je ne veux pas de ta pitié, Robert. Ce n'est pas de la pitié. C'est le minimum que je puisse faire. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Daniel. » Le nom de son fils suffit à faire tomber ses défenses. Avec l'aide de Robert, elle prépara une petite valise, et accompagnée de Daniel, curieux mais silencieux, ils se dirigèrent vers l'aéroport. Pendant le vol, le garçon s'émerveilla de tout. Il n'était jamais sorti du Montana, et là, il volait dans un jet privé, avec des sièges en cuir et une vue sur les nuages dignes d'un film. « Cet avion est à toi ? » demanda-t-il, les yeux brillants. Robert sourit. « Oui. Et maintenant, il est à toi aussi, si tu veux. » Daniel lui rendit son sourire, innocent. Et dans ce sourire, Robert sentit quelque chose changer en lui. Comme si, pour la première fois, sa fortune servait à quelque chose de réellement important. À Boston, les examens commencèrent le jour même. L'équipe médicale fut bienveillante, mais le diagnostic était sévère. Le cancer de Kate était à un stade avancé. Il y avait une possibilité de prolonger sa vie grâce à un traitement agressif, mais la guérison était peu probable. Robert fut sous le choc. Il voulait se battre. Il voulait sauver la mère de son fils, même s'il n'y avait toujours pas eu de test ADN. Au fond de lui, il savait déjà. C'était comme si la vie lui confiait une mission tardive, aimée et protégée même quand il est presque trop tard. Dans les jours suivants, il loua un appartement près de l'hôpital, entièrement adapté aux besoins de Kate. Il engagea des infirmières, des nutritionnistes, des psychologues pour enfants. Il créa un environnement pour que Daniel puisse continuer à apprendre, même loin de son école. Chaque détail était pensé avec une attention telle que même ses propres employés en étaient surpris. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda Kate un soir, depuis le canapé, le regard posé sur lui. Robert inspira profondément. « Parce que j'aurais dû être là depuis le début. Parce que vous êtes ma famille même si je ne l'ai compris que maintenant. » Elle le regarda, émue, mais toujours sur la réserve. « Je ne sais pas si tu sauras aimer quelqu'un autant, Robert. Ton monde a toujours été ailleurs. » Il s'approcha, lui prit la main doucement. « Alors donne-moi la chance de te le prouver. » Dans la chambre voisine, Daniel écoutait la conversation sans tout comprendre, mais le cœur rempli. Pour la première fois, il sentait que quelque chose changeait. Que peut-être il n'était plus seul au monde. L'appartement était silencieux ce matin-là, en ce froid automnal. Robert observait Kate endormie sur le canapé, épuisée par une nouvelle séance de chimiothérapie. Au fond, Daniel dessinait à la table de la cuisine avec toute la concentration de son âge, comme si cet instant de paix valait plus que tout. Robert s'approcha et vit le dessin: un homme, une femme et un garçon se tenant par la main devant une maison avec un soleil brillant au-dessus. Et ces mots écrits en lettres colorées: ma nouvelle famille. Ce morceau de papier faillit le faire pleurer. Lui, l'homme qui n'avait jamais versé une larme en public, sentait son monde se dissoudre en silence. Cet enfant avait le pouvoir de briser toutes ses défenses. Plus tard, alors qu'il classait des documents pour transférer une partie de ses biens au nom de Daniel, Robert fut interrompu par un appel de son équipe juridique à New York. « Monsieur Ellis, nous avons trouvé quelque chose d'inattendu dans vos anciens fichiers personnels. Un testament datant d'il y a 15 ans. Je n'ai jamais rédigé de testament à cette époque. Ce document est signé numériquement avec votre biométrie et un protocole authentifié. Il est stocké dans une sauvegarde de votre ancien système, celui que vous utilisiez au début de l'entreprise. Il est juridiquement valide. Et il contient une clause très spécifique. » Robert demanda à recevoir le contenu immédiatement.
Lorsqu'il lut, il resta sans voix. C'était un testament officiel dans lequel il léguait la moitié de ses biens à une certaine Kate Mendez. Daté de 2 mois avant qu'il ne coupe tout contact avec elle. Mais il n'avait aucun souvenir d'avoir fait cela. Troublé, il appela un ancien associé, Alan Becker, un programmeur brillant qui l'avait aidé à fonder la Ellis Corporation. Il ne s'était pas parlé depuis plus de 10 ans. « Alan, est-ce que c'est moi qui ai rédigé ce testament ?» Un silence pesant s'installa. Puis une voix grave répondit. « Non, c'est moi. À l'époque, tu étais obsédé par les contrats. Tu m'avais demandé de m'occuper de tout ce qui concernait Kate, parce qu'elle était ta priorité jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'ai rédigé ce document avec ton autorisation verbale. Tu ne l'as jamais relu. Mais il était là. Parce qu'au fond tu voulais la protéger. Tu n'as juste pas eu le courage d'assumer. » Robert raccrocha, le cœur serré. Cela changeait tout. Il avait, en effet, essayé de garantir l'avenir de Kate et de l'enfant dont il ignorait l'existence. Mais il avait enfoui ce geste sous des années d'ambition et d'orgueil. Plus tard, en montrant le testament à Kate, elle se mit à pleurer. Pas de tristesse, mais d'incrédulité. « Tu as fait ça même après m'avoir quitté ? Peut-être qu'une partie de moi savait qu'un jour je reviendrais. » Kate serra sa main plus fort que jamais. Et là, dans ce silence complice, sans promesse ni illusion, quelque chose de vrai naissait. Quelque chose de plus fort que le temps. Mais pendant que ces liens se resserraient, de l'autre côté du pays, quelqu'un observait tout cela avec attention. Quelqu'un qui connaissait bien Robert et qui ne voulait pas que ces retrouvailles se terminent bien. Le calme des jours suivants semblait presque irréel. Kate réagissait mieux au traitement, Daniel était plus joyeux, et Robert découvrait, pour la première fois, le goût d'une routine familiale. Il n'y avait plus de dîners d'affaires, ni d'appels frénétiques à des heures indues. Juste des conversations à table, des dessins éparpillés sur le sol du salon, et des histoires racontées avant de dormir. Robert, le magnate solitaire, commençait à devenir un père. Mais à des milliers de kilomètres, quelqu'un observait tout de très près. Vincent Hale, ancien directeur de la sécurité de la Ellis Corp, regardait les vidéos envoyées par un détective privé. Il avait payé cher pour suivre chaque pas de Robert depuis sa disparition de New York. Vincent connaissait cet homme. Il connaissait ses failles, ses remords et les secrets capables de tout faire exploser. Dans son bureau sombre, Vincent ouvrit un dossier. À l'intérieur, un acte de naissance raturé, une lettre manuscrite de Kate, et un document qu'il avait lui-même falsifié des années plus tôt. Un document qui pouvait prouver que Daniel n'était peut-être pas le fils de Robert. Vincent ne haïssait pas Robert. Mais il croyait qu'il ne méritait pas de rédemption. Il avait vu de près l'arrogance avec laquelle cet homme traitait le monde, la manière dont il utilisait puis jetait les gens. Pour lui, Robert n'était qu'un imposteur déguisé en homme bon. Et le monde devait savoir. Pendant ce temps, à Boston, Robert ignorait tout du danger qui rôdait. Un dimanche après-midi, il emmena Daniel au parc. Ils jouèrent au ballon, rirent, mangèrent du pop-corn. Robert ne pouvait détacher son regard du garçon. Il y avait en lui quelque chose de pur, d'incorruptible, malgré la douleur. Et ce quelque chose, d'une façon inexplicable, le poussait à devenir meilleur. À leur retour, ils trouvèrent Kate pâle, assise à la table, un enveloppe entre les mains. « C'est arrivé cet après-midi, dit-elle d'une voix tremblante. » Robert prit l'enveloppe. Aucun expéditeur. Encore une fois. À l'intérieur, des copies de documents et une lettre. « Cet enfant n'est pas le tien. Elle t'a menti. Et je peux le prouver. Rentre à ta place, où le monde entier saura qui tu es vraiment. » Le sang de Robert se glaça. Ses mains commencèrent à trembler, mais il garda son calme devant Kate et Daniel. Cette nuit-là, après que tous deux se furent endormis, Robert passa des heures à analyser les documents. Ils semblaient officiels, mais portaient des signes de manipulation. Qui avait bien pu faire ça? Et pourquoi? Il décida d'appeler Alan, son ancien associé, et de tout lui confier. Alan, après un long silence, dit quelque chose qui résonna profondément en lui. Ce n'est pas la vérité qui te fait peur, Robert. C'est de perdre la chance d'aimer vraiment. Et peut-être que, pour la première fois, tu vas découvrir si tu es assez fort pour ça. Robert raccrocha et se dirigea vers la chambre de Daniel. Le garçon dormait paisiblement, serrant contre lui un vieil ours en peluche. Il resta là plusieurs minutes, à le regarder.
Et à cet instant précis, il prit une décision. Même si Daniel n'était pas son fils biologique, il le choisirait comme fils de cure. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son pire ennemi ne se trouvait pas ailleurs. Il venait du passé. Du reflet dans le miroir. Et il allait revenir, plus fort que jamais. Robert ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans le fauteuil du salon, les lumières éteintes, il fixait le vide, comme s'il attendait un jugement invisible. La lettre anonyme reposait sur la table. Ce n'était pas seulement une menace, c'était une tentative de détruire tout ce qu'il commençait à reconstruire. Et le plus cruel, c'était le doute. Et si c'était vrai? Et si Daniel n'était pas son fils? Tôt le matin, avant que Kate ne se réveille, Robert sortit. Il se rendit dans une clinique spécialisée et demanda un test ADN en urgence. Il ne dit rien à Kate. Il ne voulait pas l'inquiéter, pas maintenant. Mais il devait savoir. Il avait besoin de la vérité, brute et indiscutable, avant qu'elle ne soit utilisée contre lui encore une fois. 3 jours passèrent. 3 jours pendant lesquels il souriait en surface, mais menait une guerre intérieure. Il observait chaque geste de Daniel, chaque regard de Kate, le cœur partagé entre l'amour qui grandissait et la peur de vivre une illusion. Lorsque l'enveloppe contenant les résultats arriva, Robert la garda entre ses mains pendant des heures, incapable de l'ouvrir. Et quand il le fit enfin, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Incompatible. Daniel n'était pas son fils biologique. La lettre disait vrai. Mais désormais, une autre question s'imposait: est-ce que Kate le savait? Le soir, les mains tremblantes, Robert montra les résultats à Kate. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Tu le savais déjà ?» demanda-t-il, la voix basse mais ferme. Kate mit du temps à répondre. Ses yeux brillants trahissaient une culpabilité ancienne. « Je l'ai découvert quand il avait 3 ans. J'ai fait le test en secret, quand il est tombé malade et que les médecins ont demandé des informations génétiques. Je n'ai pas eu le courage de te le dire. Je croyais que tu ne reviendrais jamais. » Robert se passa une main sur le visage, comme pour chasser la douleur. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit maintenant? Parce que j'ai vu la façon dont tu le regardes. J'ai vu de l'amour. Du vrai. Et j'ai pensé que peut-être le sang n'était pas ce qu'il y avait de plus important. » La colère et la déception se battaient dans lui. Mais en même temps, quelque chose dans cette réponse le touchait profondément. Car c'était exactement ce qu'il ressentait. De l'amour. Un amour qui ne dépendait pas de l'ADN, mais de la présence, des soins, du choix. « Qui est le père ?» demanda-t-il dans un souffle. Kate inspira profondément. « Une erreur. Quelqu'un qui m'a abandonné dès qu'il a su. Je ne l'ai jamais revu. Il n'a ni nom, ni visage. Et il n'a jamais, jamais été un père pour Daniel. » Robert ferma les yeux. Ses paroles étaient dures, mais sincères. « J'ai été le seul père qui l'ait eu, n'est-ce pas? » Oui. Et il t'aime, Robert. Comme un vrai père. Il ne saura jamais tout ça, à moins que tu ne le lui dises. Mais ce qu'il ressent, c'est réel. Robert regarda la chambre où Daniel dormait. Et là, le cœur brisé, il fit le choix le plus difficile et le plus libérateur de toute sa vie. Alors il continuera à croire que je suis son père. Parce que je le suis. Parce que je veux l'être. Même si tout n'a pas commencé ainsi, je vais finir cette histoire en étant son père. Kate pleura. Non par tristesse, mais par soulagement. Et dans ce silence partagé, 2 âmes blessées commencèrent enfin à guérir leur douleur. Mais à l'extérieur, dans une voiture garée de l'autre côté de la rue, Vincent observait tout avec des jumelles et un enregistreur à la main. Il avait les résultats ADN. Il avait la vérité. Et maintenant il avait une arme pour détruire ce qu'il restait de la réputation de Robert Ellis. Il ne lui restait plus qu'à décider quand appuyer sur la gâchette. La tempête éclata sans prévenir. En fin d'après-midi, alors que tout semblait calme, les médias explosèrent avec un titre que personne n'aurait osé publier sans preuve, mais Vincent Neil avait fourni tous les documents. En quelques minutes, le nom de Robert Ellis faisait le tour du pays. Le milliardaire cache un enfant qui n'est pas le sien. Des tests ADN révèlent une supercherie familiale. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sites de potins, journaux économiques, émissions télévisées. La réputation que Robert avait mis des décennies à construire s'effondrait en quelques heures. Les accusations allaient au-delà du scandale: fraude émotionnelle, manipulation de l'image publique, tentative de succession déguisée.
Dans l'appartement, Kate regardait les infos, les mains couvrant sa bouche, bouleversée. Robert éteignit la télévision et saisit immédiatement son téléphone pour appeler son avocat. Trouver qui a fait fuiter ça. Et préparer une déclaration publique. Mais pas d'attaque. Pas de guerre. Pendant qu'il parlait, il aperçut Daniel dans le couloir, les yeux grands ouverts. « Papa, tu n'es pas mon vrai papa ?» Robert s'agenouilla devant lui, tentant de rester calme. « Daniel, cela ne change rien. Je suis celui qui est ici, qui prend soin de toi, qui t'aime. C'est ça, être un père. Et c'est ce que je suis. » Mais le regard de l'enfant trahissait la douleur du doute. Robert le serra dans ses bras, sentant que quelque chose de précieux lui était arraché non par des mensonges, mais par des vérités déformées. Quelques heures plus tard, Kate reçut un appel anonyme. Une voix froide, calculatrice. « Maintenant tu sais ce qui arrive quand on tente de cacher la vérité à quelqu'un comme Robert Ellis. Il ferait mieux de retourner à sa place. Sinon, il perdra tout. Encore une fois. » La ligne coupa net. Mais le message était clair, Vincent ne cherchait pas seulement la vengeance. Il voulait la destruction. Robert réunit son équipe. Il devait limiter les dégâts. Mais au fond de lui, une voix murmurait que l'heure était venue de sortir de l'ombre. Pour la première fois, il décida de ne rien cacher. Il parlerait au monde. Il assumerait son histoire avec ses erreurs et ses cicatrices. Le lendemain matin, il convoqua une conférence de presse à Boston. Pas de costume de luxe. Pas de posture. Juste lui, face aux caméras du monde entier. « Je m'appelle Robert Ellis. Et oui, l'enfant qui vit avec moi n'est pas mon fils biologique. Mais c'est mon fils de cure, de présence, d'amour. Et il n'existe aucun test sur Terre qui puisse effacer cela. Si cela me coûte ma réputation, qu'il en soit ainsi. Mais on ne m'enlèvera pas la seule chose qui donne enfin un sens à ma vie. » La déclaration devint virale. Des milliers de personnes réagirent, se divisèrent, débattirent. Mais un phénomène inattendu apparut, la majorité le soutint. Des commentaires bouleversants de pères adoptifs, de mères célibataires, d'enfants élevés par des cures et non par le sang. Le hashtag Père de cure inonda les réseaux sociaux. Vincent regardait cela avec haine. Son plan s'effondrait. La vérité qu'il avait utilisée comme arme devenait un symbole de rédemption. Mais il lui restait une dernière carte à jouer. Une carte capable non seulement de salir Robert, mais de tout lui reprendre, y compris Daniel. Et il était prêt à s'en servir. Vincent Hale n'était pas du genre à accepter la défaite. En voyant sa tentative de détruire Robert se transformer en symbole d'amour et de résilience, quelque chose se brisa définitivement en lui. La frustration devint obsession. Et, dans l'ombre, il prépara son coup le plus cruel, non plus avec des manchettes, mais avec des documents officiels. Durant son temps à la Ellis Corp, Vincent avait eu accès à des dossiers confidentiels, des contacts internationaux et des failles dans le système juridique. Avec l'aide d'un avocat corrompu, il contacta les services de protection de l'enfance, accusant Robert des adoptions illégales, sans procédure judiciaire, au cœur d'un scandale médiatique. Quelques jours après la conférence de presse, des agents frappèrent à la porte de l'appartement de Robert avec un mandat. Ils venaient chercher Daniel. Selon eux, l'absence de tutelle légale enregistrée et la pression médiatique imposaient que l'enfant soit placé temporairement dans un foyer, le temps d'éclaircir la situation. Kate, affaiblie, tenta de s'interposer. « Vous ne pouvez pas l'arracher au seul père qu'il ait jamais connu. » Mais les ordres étaient clairs. Robert tenta de plaider, de supplier, de montrer tout ce qu'il avait fait. Mais il était trop tard. Daniel, confus, en larmes, fut arraché à ses bras en criant. « Papa! Emmène-moi avec toi! Je veux rester avec toi! » La douleur de cet instant fut plus violente que toutes les pertes financières ou humiliations publiques. Robert s'effondra à genoux, incapable de lutter, écrasé sous le poids d'une vie entière qui s'abattait sur lui. Dans les jours suivants, il mena une bataille judiciaire acharnée. Il mobilisa une équipe d'avocats, d'assistants sociaux, de psychologues qui confirmèrent le lien profond entre lui et Daniel. Mais le système était lent, bureaucratique et sans visage. Le temps passait et chaque jour loin de Daniel était une torture. Kate, de plus en plus faible, se sentait responsable de tout. Robert, quant à lui fit une promesse: il ramènerait Daniel. Qu'il se battrait jusqu'au bout. Pendant ce temps, Vincent se cachait dans un appartement de luxe loué sous une fausse identité.
Il croyait avoir gagné. Pensait avoir enfin brisé l'homme qui incarnait tout ce qu'il détestait, le pouvoir, le statut, la rédemption. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait laissé des traces. Et l'un des détectives engagés par Robert, soupçonneux de l'origine de la dénonciation anonyme ayant déclenché le placement en foyer, commença à assembler les pièces du puzzle. Il découvrit des transactions financières, des liens avec l'avocat corrompu, et finalement, remonta jusqu'à l'adresse IP du mail qui avait transmis les faux documents. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que Vincent ne soit démasqué. Et lorsque ce moment viendrait, Robert aurait enfin une chance de ramener Daniel. Mais il devrait aussi faire un choix, se venger ou pardonner. Le tribunal de la famille était plein à craquer ce matin-là. Des caméras à l'extérieur, des journalistes bousculant les barrières, des curieux tentant d'apercevoir le milliardaire qui voulait être père d'un enfant qui n'était pas le sien. Mais à l'intérieur de la salle, l'atmosphère était lourde. Robert était là, non en tant que magnate, mais en tant qu'homme brisé prêt à se battre pour la seule chose qui comptait vraiment. Kate était à ses côtés, un foulard couvrant sa tête, les mains tremblantes. Il n'y avait plus de temps à perdre. Sa santé se détériorait de jour en jour, et elle craignait de ne pas voir la fin de ce combat. De l'autre côté, les représentants du foyer présentaient des arguments fondés sur des règlements, des procédures et l'absence de lien légal. Le juge écoutait, impassible. Jusqu'à ce que l'avocat de Robert demande la parole et remette un dossier complet, photos, vidéos, témoignages, rapports de psychologue, lettres écrites par Daniel depuis le foyer, où il suppliait de rentrer chez lui. Et puis tout bascula. Le détective privé entra avec les preuves que la dénonciation avait été orchestrée. Il présenta des emails retracés jusqu'à Vincent Hale, ex-directeur de la sécurité de la Ellis Corp, avec les preuves de pots de vin et de falsification de documents. Le juge réclama le silence. Un mandat d'arrêt fut immédiatement délivré. Robert, cependant, demanda à s'exprimer. Il se leva devant le tribunal, la voix ferme, les yeux humides. « Je pourrais détruire cet homme. Le poursuivre, l'exposer, l'anéantir. Mais ce n'est pas ce que mon fils a besoin de voir. Daniel a besoin de savoir que le pardon est plus fort que la vengeance. Que l'amour gagne, même quand tout semble perdu. Je veux juste qu'on me laisse rentrer chez moi. Avec lui. Avec ma famille. » Un silence profond envahit la salle. Puis des murmures. Même le juge fut ému. « Monsieur Ellis, vos actions ne témoignent pas seulement de votre intention. Elles prouvent un amour sincère. Ce tribunal reconnaît le lien affectif et vous accorde la garde légale et définitive de Daniel Ellis à compter de ce jour. » Kate éclata en larmes. Robert aussi. Un soulagement immense envahit la salle. Quelques heures plus tard, au foyer, Robert entra dans la chambre où Daniel l'attendait, les yeux fatigués, l'espoir presque éteint. Dès qu'il le vit, le garçon courut sans hésiter. « Papa !» Robert le souleva dans ses bras, fort. « Je suis là, mon fils. Et je ne te laisserai plus jamais. » Ce soir-là, de retour à l'appartement, Kate regardait les deux jouer sur le sol du salon comme si rien d'autre n'existait. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps, mais elle pouvait partir en paix. Parce que son fils était entre de bonnes mains. Parce qu'au fond, elle avait fait le bon choix en aimant le mauvais homme, mais en choisissant le bon père. Les jours suivants furent empreints d'un silence délicat. Comme si le temps lui-même ralentissait à l'intérieur de cet appartement. Kate ne pouvait plus sortir du lit. Les douleurs étaient plus fréquentes, son corps plus faible, mais ses yeux brillaient à chaque fois qu'elle voyait Daniel rire, ou Robert préparer le petit déjeuner, maladroit mais déterminé. Robert passait les nuits à son chevet, lui lisant des livres à voix basse, lui tenant la main, lui posant des compresses tièdes, faisant tout ce que sa fortune ne lui avait jamais appris, aimer quelqu'un dans les gestes les plus simples, dans le temps le plus fragile de la vie. Un soir, elle demanda à Daniel de se coucher plus tôt. Elle voulait parler à Robert, seul. Il s'assit à côté du lit et elle lui dit, d'une voix presque éteinte. « Merci d'être revenu. De m'avoir apporté la paix. Tu n'étais pas l'homme qu'il fallait au début, Robert. Mais tu es devenu le bon au final. Et ça vaut plus que tout. » Il ravala ses larmes et serra sa main. « Tu m'as donné une chance que personne d'autre ne m'a donnée. Une famille. Un fils. Un sens à ma vie. Tout ce dont je ne savais même pas que j'avais besoin. » Elle sourit faiblement. « Promets-moi que tu l'élèveras comme le tien. » « Je le fais déjà, Kate. Il est mon fils. Et il le restera. »
Et promets-moi que tu lui parleras de moi. Que tu lui diras qui j'étais. Je te le promets. Tous les jours. Dans chaque geste. Dans chaque souvenir. À l'aube suivante, Kate s'éteignit. Paisiblement. En silence. Avec un sourire sur les lèvres. Robert ne cria pas. Il ne s'effondra pas. Il pleura doucement, serré contre son corps, comme quelqu'un qui perd une part de son âme mais qui reconnaît la chance d'avoir aimé, ne serait-ce qu'un peu. Les funérailles furent simples, comme elle l'avait demandé. Pas de presse, pas de caméra. Juste Robert, Daniel, et quelques voisins. Le garçon tenait fermement la main de son père, sans comprendre entièrement l'absence, mais sentant que le monde venait de changer. Dans les jours qui suivirent, Robert se retira des affaires. Il donna la moitié de sa fortune à des fondations pour orphelins et mères célibataires atteintes du cancer. Il créa une ANG au nom de Kate. Et il choisit de vivre loin des projecteurs. Daniel grandit sain, curieux, sensible. Et chaque soir, avant de dormir, il demandait la même chose. « Papa, raconte encore comment tu m'as choisi ?» Et Robert racontait. Non pas avec tristesse, mais avec fierté. « Ce n'est pas moi qui t'aille choisi, mon fils. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin pour m'apprendre ce qu'est le véritable amour. » 10 ans passèrent. Le nom de Robert Ellis redevint connu dans le monde des affaires, mais pour une toute autre raison. Plus pour des fusions ou des bénéfices records, mais pour son travail discret auprès d'enfants abandonnés, de foyers détruits, de parents qui avaient baissé les bras trop tôt. Il fonda plus de 50 centres d'accueil. Finança des traitements médicaux. Adopta légalement 2 autres enfants. Mais tout fut fait sans bruit. Avec humilité. Par engagement personnel. Par amour. En mémoire de Kate. Daniel avait maintenant 21 ans. Grand, intelligent, avec la même intensité dans le regard que Robert dans sa jeunesse, mais avec quelque chose en plus, une douceur que seuls ceux qui ont connu la douleur très tôt savent porter sans amertume. Ce jour-là, Daniel monta sur scène à l'université pour prononcer le discours de fin d'études. Son cursus droit de l'enfant et de la famille. Sa mission, défendre légalement ceux que le monde oublie trop vite. L'auditorium était plein. Parmi les invités, Robert l'observait en silence, les yeux brillants. Daniel prit le micro. Respira profondément. Et dit. Beaucoup ici ont eu des pères qui les ont mis au monde. Moi, je n'ai pas eu. Mais j'ai eu quelqu'un qui a choisi d'être mon père. Qui a tout affronté pour m'aimer. Qui m'a appris que la vraie paternité ne commence pas dans le sang, mais dans la décision de rester, même quand tout s'écroule. Il m'a appris qu'être un homme, ce n'est pas bâtir des empires, c'est savoir reconstruire des cures. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ce diplôme est aussi le sien. Le public se leva et applaudit. Mais Robert se contenta de sourire, les yeux embués. Parce qu'il savait. Il savait que, là, devant tous, ne se tenait pas seulement son fils. Mais la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour changer le cours de sa propre histoire. Ce soir-là, de retour à la maison, Daniel accrocha un cadre au mur. À l'intérieur, le billet qui avait tout changé, c'est ton fils. Et il est en danger. À côté, une photo de Kate souriant, tenant Daniel tout petit dans ses bras. Et en dessous, gravée sur une plaque de bronze, une phrase qui guiderait leur vie à jamais. L'amour ne chérite pas, l'amour se choisit. Si cette histoire a touché ton cœur, je t'invite à rejoindre notre famille ici sur la chaîne. Abonne-toi, active la cloche et reste avec nous, car chaque semaine tu découvriras des récits comme celui-ci qui émeuvent, inspirent, et prouvent que l'amour vrai existe encore. Laisse un like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en la vie et souviens-toi parfois, les plus grands miracles ne viennent pas du sang, mais du courage d'aimer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et que Dieu bénisse ta vie et ta famille.